Je m'appelle Walter, j'ai 82 ans, et il y a quelque chose que je dois vous raconter à propos d'un mardi matin en novembre, environ 3 mois après la mort de Linda Moreau. J'étais dans la cuisine, juste là, planté au milieu. Le café refroidissait sur le plan de travail. Et j'ai réalisé que je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais prononcé un mot à voix haute. À personne, pas même à moi-même. Je suis resté là et j'ai essayé de compter les jours. Je suis arrivé à 5. 5 jours sans un seul mot prononcé. Et ce qui m'a fait le plus peur, ce n'était pas le silence. C'était de ne pas m'en être rendu compte. Je veux vous parler de la vie en solo. Pas la version romantique que les gens s'imaginent, une sorte de solitude paisible à lire au coin de la fenêtre, sans avoir de compte à rendre à personne. La vraie version, celle à laquelle personne ne vous prépare, celle que j'ai dû découvrir par moi-même, la plupart du temps en me trompant d'abord. Cela fait 8 ans maintenant que je vis seul, et j'ai commis la plupart des erreurs qu'un homme de mon âge peut faire dans cette situation. Certaines étaient sans importance. D'autres m'ont coûté plus que je ne veux l'admettre. Je ne vais pas rester ici à vous faire la leçon. Je vais juste vous raconter ce qui m'est arrivé, là où je me suis égaré et comment j'en suis sorti. Vous en prendrez ce qui vous convient. La première erreur, une grave erreur, a été de penser que rester occupé était la même chose que d'aller bien. Après le décès de Linda Moreau, je me suis jeté à corps perdu dans l'entretien de la maison, des projets, des réparations. La clôture du jardin avait besoin d'être refaite depuis 2 ans, et soudain, c'était devenu urgent. Les gouttières, une marche branlante sur la terrasse que j'avais l'intention de consolider depuis le printemps précédent. Je me suis mis au travail comme si j'avais une date limite. Ma fille Karine Moreau a appelé un samedi, et je lui ai dit que j'étais en plein milieu de quelque chose. Je lui ai dit que je la rappellerais. Je ne l'ai pas rappelée. Mon fils Daniel Moreau est passé une fois, au début, et je lui ai fait faire le tour du jardin pour lui montrer tout ce que j'avais fait. Il a hoché la tête devant la clôture, devant les gouttières, et puis il a dit, assez doucement, « Papa, mais toi, comment ça va ?» J'ai répondu, « Elle a de l'allure cette clôture, non ?» Il n'a pas insisté. Nous ne sommes pas une famille qui insiste. Et j'ai continué, toujours en mouvement, à réparer. Parce que tant qu'il y avait quelque chose de cassé à arranger, je n'avais pas besoin de me confronter au reste. C'est ce que je faisais réellement. Je ne réparais pas la maison, je fuyais la maison. Je fuyais le calme qu'elle abritait. La clôture a été terminée en décembre. Les gouttières, la terrasse, la porte du cabanon qui coinçait depuis des années, tout était fait. Et puis, il n'y avait plus rien à réparer. Je me suis assis dans cette cuisine. 5 jours ont passé sans qu'un mot ne sorte de ma bouche, et j'ai enfin compris ce que je fuyais. Le silence, quand rien ne le remplit, a un son bien à lui. J'ai essayé de résoudre le problème comme j'ai résolu la plupart des choses dans ma vie, de manière systématique, pratique. J'ai fait une liste, je l'ai vraiment écrite sur papier, ce qui vous montre à quel point je me croyais sérieux, de façon de sortir plus souvent de la maison. Le magasin de bricolage, le petit bistrot sur la route nationale où je m'arrêtais parfois pour un café, l'association des anciens combattants à quelques kilomètres de là. Je suis d'abord allé au magasin de bricolage. J'ai erré dans les rayons pendant 40 minutes, achetant des choses dont je n'avais pas besoin. Un nouveau niveau à bulles, des vis à bois, un paquet de papier de verre d'un grain que j'avais déjà. J'ai dépensé 12 € et je n'ai parlé à personne, sauf au caissier qui m'a dit « Bonne journée », sans vraiment y penser. J'ai essayé le bistrot, je me suis assis au comptoir. La serveuse, une jeune fille, peut-être 25 ans, a rempli mon café 2 fois et ne m'a rien demandé. J'ai mangé mes œufs, je suis parti. Je suis resté assis dans ma camionnette sur le parking quelques minutes avant de rentrer. Je me suis dit, bon, c'est peut-être comme ça que ça se passe maintenant. On est entouré de gens, mais pas avec eux. C'est peut-être le prix à payer. Je suis allé à l'association des anciens combattants un jeudi soir. Il y avait peut-être 12 hommes là-dedans, la plupart plus âgés que moi, quelques-uns de mon âge. Les télévisions étaient allumées, des parties de cartes étaient en cours. J'ai pris un café, je suis resté près du mur pendant environ 20 minutes, et puis je suis parti. Je suis rentré, je me suis fait un sandwich.
Je les mangeais debout devant le plan de travail, comme j'avais pris l'habitude de le faire, juste là, au-dessus de l'évier, sans même m'asseoir, comme si les repas ne valaient plus l'effort d'une chaise. Ma fille Rachel Moreau a appelé cette semaine-là. Elle a une façon de poser des questions directement qui ne m'a jamais vraiment mise à l'aise. Elle a dit « Papa, tu manges de vrais repas, genre à table ?» J'ai répondu « Bien sûr ». Elle ne m'a pas cru. Je l'ai senti au silence qui a suivi. Elle avait raison de ne pas me croire. Je veux vous dire quelque chose sur cette habitude de manger debout au comptoir, parce que je sais que ça a l'air trivial. Ça ne me semblait pas trivial à l'époque. Ça ressemblait à de l'efficacité. Une personne seule n'a pas besoin d'une table dressée. Linda Moreau dressait la table tous les soirs. Des sets de table, les belles serviettes si quelqu'un venait, des normales les soirs ordinaires, mais toujours quelque chose. Un véritable rituel. Je l'avais regardé faire pendant 46 ans sans vraiment le voir. Après son départ, je me suis dit que la table était pour les invités, pour les dîners de famille, pour les occasions. Mais la vérité, c'est que chaque fois que je regardais cette table, je voyais sa place vide. Et c'était plus facile de rester au comptoir et de ne pas regarder. Cela va paraître ridicule, mais je continuais à m'asseoir sur ma chaise habituelle. Sa chaise restait vide face à moi, et c'était insupportable. Alors, j'ai fini par ne plus m'asseoir du tout. Je restais debout devant le comptoir à manger mes céréales à 7 heures du matin, comme si j'étais pressé d'aller quelque part. Je n'avais nulle part où aller. J'étais juste pressé d'éviter une chaise. La deuxième tentative a été pire. J'ai décidé, et je suis conscient que c'est le genre de choses qu'un homme de mon âge fait quand il est à court d'idées, j'ai décidé de réorganiser le garage. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Le garage allait très bien. Pas rangé au millimètre, certes, mais fonctionnel. Je savais où tout se trouvait, de la manière dont on sait les choses quand on a posé un objet quelque part il y a 15 ans. J'ai passé 3 jours à tout sortir, à trier, à étiqueter des bacs avec une étiqueteuse que j'avais achetée spécialement pour ça. Il m'a fallu attendre le milieu du 2e jour pour réaliser que je recommençais. Je bâtissais un mur avec des corvées. J'occupais mes mains pour ne pas avoir à occuper mes pensées. À la fin du 3e jour, le garage était impeccable. Je me suis tenu sur le seuil pour le contempler. Et puis je suis rentré. Je me suis assis dans la cuisine et j'ai pensé « Et maintenant ?» Le truc avec le deuil et avec la solitude, en fait, c'est qu'on peut le semer pendant un temps, mais il est patient. Il ne se fatigue pas. Vous, si. J'étais fatigué. Vers cette époque, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas prévu. Thomas Laurent, mon voisin, avait passé la majeure partie du dimanche à travailler sur sa voiture. Je l'entendais par la fenêtre de la cuisine. À un moment donné, je suis sorti chercher le courrier, il a levé les yeux et a dit « Tu n'aurais pas un jeu de clés à douille par hasard ?» Le mien s'est volatilisé. J'ai dit que oui. Il a dit « Je te le rapporte dans 1 heure. » J'ai répondu « Garde-le aussi longtemps que tu en as besoin. » Il a hoché la tête et s'est remis au travail. Je suis rentré. C'était tout. C'était ça, la conversation. Mais quelque chose dans cet échange, le simple fait qu'on me demande quelque chose, le fait d'être utile pour une raison précise et concrète, est resté avec moi tout l'après-midi. J'ai dîné à table ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps. Je n'en ai pas fait tout un plat. Je me suis juste assis. Je ne sais pas pourquoi ça m'a aidé. Je ne suis pas sûr de pouvoir l'expliquer si j'essayais. La 3e tentative est celle qui a failli m'achever. Au bout de 5 mois environ, j'ai décidé que j'allais tout simplement arrêter de me battre. Accepter la solitude, faire en sorte qu'elle travaille pour moi. J'avais lu quelque part, une de ces choses qu'on lit et dont on se méfie immédiatement, que les personnes âgées qui vivent seules déclarent en fait un niveau élevé de contentement, d'autosuffisance, de liberté. J'ai décidé que j'allais être content, comme un projet. J'ai organisé la maison exactement comme je le voulais, pas de compromis. Je mangeais quand j'avais faim, je dormais quand j'étais fatigué, je regardais ce que je voulais à la télé, je réglais le thermostat comme bon me semblait. Et pendant environ 2 semaines, j'ai eu l'impression que c'était une victoire.
Mais voici ce qui s'est passé. J'ai arrêté d'appeler les gens parce que je ne voulais pas avoir besoin d'eux. Je me disais que c'était de l'indépendance. Ce que c'était en réalité, c'était de l'orgueil déguisé en paix. Ma sœur Ellie, Éléonore Moreau, elle a toujours vu plus clair en moi que je ne l'admets, a appelé un après-midi et a dit « Walter, c'est quand la dernière fois que tu es sorti de chez toi ?» J'ai réfléchi, j'ai dit « Je suis allé au magasin de bricolage la semaine dernière. » Elle a dit « Ce n'est pas ce que je veux dire. » J'ai dit « Je vais bien, Ellie. » Elle a dit « Je sais que tu vas bien, je te demande quand même. » Il y a eu un long silence, et elle a dit « Je prends la voiture samedi pour venir te voir. » J'ai commencé à dire que j'avais des choses à faire. Elle a dit « À samedi. » Elle est venue. Elle a apporté de la nourriture, beaucoup trop, comme elle le fait toujours, comme si elle nourrissait une famille entière et non un seul homme têtu. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Nous avons parlé longtemps de choses sans importance. De notre frère Robert Rob Moreau, qui s'est mis à la menuiserie à la retraite et qui se prend beaucoup trop au sérieux. D'un voyage qu'elle avait fait avec sa paroisse. De notre père, Georges Moreau, brièvement, avec cette prudence que nous avons toujours eue pour parler de lui, en l'évoquant sans trop approfondir. À un moment donné, elle a regardé la cuisine et a dit « Linda Moreau aimerait ce que tu as fait de la maison. » Je n'avais rien fait du tout. C'était exactement pareil. Mais je savais ce qu'elle voulait dire. Je veux m'arrêter un instant pour vous parler de sécurité, car cela compte plus que je ne l'aurais cru. Il y a un homme 2 rues plus loin, je l'appellerai François, il s'en moquerait, qui est tombé dans sa salle de bain l'hiver dernier. Il a glissé. Il s'est fêlé 2 côtes contre le rebord de la baignoire. Il est resté là pendant près de 4 heures avant que son fils n'appelle par hasard et, ne recevant pas de réponse, ne décide de passer. 4 heures sur le carrelage froid d'une salle de bain. Quand j'ai appris ça, j'ai fait quelque chose que je repoussais, parce que c'était comme admettre quelque chose que je ne voulais pas admettre. Je suis allé sur Internet. Rachel Moreau m'a aidé et j'ai pris un de ces boutons d'alarme, le genre qu'on porte autour du cou. Je l'ai mis et je me suis immédiatement senti ridicule. Je n'en ai parlé à personne pendant 3 semaines. Puis, un après-midi, j'ai glissé en descendant les marches de derrière, juste un faux pas, rien de grave. Je me suis rattrapé à la rampe et je suis resté là un moment, la main sur le poteau, et j'ai pensé à François sur le sol de sa salle de bain. Je porte le bouton tous les jours depuis. J'ai aussi installé de meilleurs éclairages dans le couloir. J'ai enlevé 3 petits tapis que Linda Moreau adorait et que j'avais gardés par loyauté. Elle aurait été la première à me dire de m'en débarrasser, honnêtement. Elle était pratique comme ça. La maison avait l'air un peu nue sans les tapis. Ça ne m'a pas dérangé. Il y a autre chose que j'ai mal géré et que j'ai mis plus de temps à voir. J'ai arrêté d'aller chez le médecin. Pas vraiment par peur, plutôt par une habitude que j'avais eue toute ma vie. On n'y va pas à moins que quelque chose ne cloche vraiment. On serre les dents, on attend de voir, on gère. Quand Linda Moreau était vivante, elle s'occupait de tout ça. Elle notait les rendez-vous sur le calendrier et me les rappelait 4 fois. Je faisais comme si c'était un petit désagrément. Je ne savais pas que je dépendais d'elle. Environ 18 mois après sa mort, j'ai fini par prendre rendez-vous, uniquement parce que mon genou me faisait souffrir au point que je ne pouvais plus faire semblant. Le médecin a fait quelques examens qu'il jugeait en retard. Ma tension artérielle n'était pas là où elle aurait dû être. Depuis un moment déjà, pensait-il. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit « Monsieur Moreau, qui s'occupe de vous ?» J'ai dit « Je m'occupe de moi-même ». Il a demandé « Et ça donne quoi ?» Je n'ai pas répondu. J'y retourne tous les 6 mois depuis. Je le note moi-même sur le calendrier et je n'ai besoin de personne pour me le rappeler. C'était une petite chose que j'ai décidé de faire différemment. La solitude, et je vais utiliser ce mot franchement car il n'y a aucun intérêt à tourner autour du pot, la solitude quand on vit seul et qu'on est âgé, ce n'est pas ce que la plupart des gens croient. Les gens imaginent la solitude comme de la tristesse, et parfois c'en est, mais la plupart du temps, c'est quelque chose de plus silencieux. C'est manger sans se souvenir du goût.
C'est regarder quelque chose de drôle et n'avoir personne vers qui se tourner. C'est dire quelque chose à voix haute, un commentaire, une petite observation, et le voir disparaître dans la pièce. 46 ans de mariage m'avaient entraîné à partager les petites choses avec quelqu'un. Et puis, il n'y avait plus personne avec qui les partager. Et je ne savais pas quoi en faire. Alors, j'ai arrêté de les remarquer. C'était ça, le vrai prix. Pas la tristesse, l'engourdissement, le rétrécissement progressif de ce à quoi on prête attention. Ce qui a commencé à changer la donne n'était pas une décision. Ce n'était pas un plan. C'était la chose la plus banale que vous puissiez imaginer. Le fils de Thomas, Lucas Laurent. Il a 9 ans. Un gamin aux cheveux sombres, calme pour son âge, le genre de calme qui n'est pas de la timidité, c'est juste son état naturel. Il ne pose pas beaucoup de questions, il observe. Un après-midi, il attendait son père sur le perron et celui-ci tardait à rentrer. J'étais dans le jardin en train de faire quelque chose, je ne me rappelle même plus quoi, et il était juste assis là, tout à fait à l'aise, n'attendant rien de moi. Au bout d'un moment, j'ai dit « Tu veux voir comment ça marche ?» J'étais en train de purger le robinet extérieur pour l'hiver. Il s'est approché, je lui ai montré. Il a regardé attentivement sans dire un mot. Quand ce fut fini, il a hoché la tête, comme si cela confirmait quelque chose qu'il soupçonnait déjà, et il est retourné s'asseoir. Nous n'avons parlé de rien d'autre. Il n'a pas eu besoin de repartir autrement qu'il était arrivé. Mais je suis rentré ce soir-là, et je me suis assis à table. Et j'ai pensé au fait qu'il existe une forme de compagnie qui ne vous demande aucune performance, qui ne vous demande pas d'aller bien, d'être intéressant ou de vous expliquer. Juste être à proximité d'une autre personne qui ne vous demande rien. J'avais oublié que c'était possible. J'ai commencé à m'asseoir à table pour chaque repas après ça. Juste une assiette, une fourchette, peu importe ce que j'avais préparé. Mais m'asseoir, intentionnellement. C'est un détail, ce n'est rien vraiment. Mais c'était à nouveau à moi. J'ai beaucoup pensé au but ces derniers temps. Ce que cela signifie à cet âge, à quoi cela ressemble. Quand je travaillais, je n'avais pas besoin d'y penser. Le but était dans la structure même des journées. On se levait parce qu'on devait être quelque part. On avait besoin de vous d'une manière précise et mesurable. Quand cela s'est arrêté, quand la retraite est arrivée et qu'il n'y avait plus personne qui m'attendait, plus de service à assurer, plus aucune raison pour que l'horloge au mur ait de l'importance, je n'ai pas su par quoi remplacer tout ça. J'y ai réfléchi longtemps. J'ai essayé quelques trucs. L'association des anciens combattants dont j'ai parlé. Un cours de menuiserie que quelqu'un m'avait suggéré et qui a duré exactement une séance avant que je décide que je ne voulais pas apprendre le travail du bois avec un inconnu dans le gymnase d'un centre culturel. Ce que j'ai trouvé finalement est modeste. Pas une mission, juste quelque chose. La bibliothèque municipale fait un truc où des bénévoles aident les gens pour des tâches simples. Parfois c'est juste de la lecture à voix haute. Parfois, c'est s'asseoir avec quelqu'un pour l'aider à remplir des formulaires administratifs qu'il ne peut pas gérer seul. J'ai commencé à faire ça le mardi matin. Rien d'héroïque, rien qui m'oblige à être quelqu'un que je ne suis pas. Mais je viens. Et quelqu'un m'attend. Et pendant ces 2 heures le mardi matin, je suis spécifiquement utile à une personne spécifique. C'est assez. Je ne savais pas que ce serait assez, mais ça l'est. L'aspect financier, je n'y étais pas préparé non plus, et je vous en parle brièvement parce que ça m'a embarrassé à l'époque, et je pense que cet embarras était exactement la mauvaise réaction. Linda Moreau et moi avions divisé les tâches, comme beaucoup de couples le font au fil des ans, sans vraiment le planifier. Elle savait ce qu'il y avait dans le garde-manger, et je savais ce qu'il y avait sur les comptes. Quand elle est partie, j'ai découvert que je n'en savais pas autant que je le pensais. Il y avait des choses que j'avais signées et oubliées, des prélèvements automatiques dont j'ignorais l'existence, de l'argent qui partait vers des endroits que je ne pouvais pas tracer. Daniel Moreau s'est assis avec moi pendant tout un après-midi et nous avons tout passé en revue. Il ne m'a pas fait me sentir stupide, ce qui était sympa de sa part. Il m'a juste aidé à construire un système que je pouvais gérer. Je sais où tout se trouve maintenant. Je sais ce qui rentre et ce qui sort. Je sais où sont les papiers si quelque chose m'arrive.
Il a fallu environ 5 heures d'honnêteté inconfortable pour en arriver là. J'aurais dû le faire plus tôt. Je vais vous dire une dernière chose, et après je vous laisse tranquille. Il y a environ un mois, j'ai dressé la table pour deux. 2 sets de table, 2 verres d'eau, 2 jeux de couverts. Je me suis juste assis pour dîner comme s'il y avait quelqu'un face à moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne l'avais pas prévu. Je me suis assis et la chaise était toujours vide, comme d'habitude. Mais quelque chose était différent. Ce n'était pas avec l'absence que j'étais assis. C'était avec le souvenir de quelqu'un. Ce sont 2 choses différentes et j'ai mis longtemps à le comprendre. J'ai mangé tout mon repas. Je n'étais pas debout au comptoir, j'étais assis. Après, j'ai lavé les 2 verres, j'ai plié les 2 serviettes. Ça fait 82 ans que je suis là. Ça fait 50 ans que je suis dans cette maison. J'ai survécu à la plupart des gens qui m'ont connu quand j'étais jeune, et j'apprends encore, doucement, qu'être seul et se sentir seul ne sont pas la même chose. Que vieillir n'est pas forcément synonyme de s'effacer. Certains matins, je me lève, et la lumière entre par la fenêtre de la cuisine, avec un angle particulier. Cette lumière jaune du petit matin, le café passe, la maison est calme, et pendant un instant, tout est exactement tel quel. Pas mieux que ce que je voudrais. Pas pire. Juste exactement ce que c'est. Et c'est déjà quelque chose. Ce n'est pas rien. Merci d'être resté avec moi ce soir. Si quelque chose ici a pu vous être utile, j'en suis heureux. Et si vous voulez repasser me voir, je serai là. Toujours en train de chercher, tout comme vous. Prenez soin de vous, quoi que cela signifie pour vous.